Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Euroquestions, la série de webinaires courts de l'Institut Jacques Delors. Les 15 et 16 avril prochains, un sommet se tiendra à La Hulpe, en Belgique, avec l'objectif de signer une déclaration formelle au plus haut niveau pour fixer les priorités de la stratégie 2024-2029 sur le volet social. Dans le prolongement du sommet de Göteborg en 2017, qui a établi un socle européen des droits sociaux, et de celui de Porto en 2021, qui a fixé des objectifs en matière d'accès à l'emploi, de formation et de lutte contre la pauvreté, que pouvons-nous attendre de ce nouveau sommet? Quel budget sera alloué aux mesures sociales, sachant que c'est une compétence partagée rarement prioritaire dans les politiques européennes? Nous avons le plaisir d'accueillir pour répondre à ces questions Philippe Cochet, conseiller pour les affaires sociales à l'Institut Jacques Delors, qui abordera les enjeux du sommet à venir. Je vous rappelle, avant de laisser la parole à M. Cochet, que vous pouvez poser vos questions dans l'outil questions-réponses qui se situe en bas de votre écran. Monsieur Cochet, je vous laisse la parole. Oui, bonjour à tous et à toutes. Et c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous en 10-15 minutes quelques réflexions. Principalement, bon, le sommet, c'est le sommet de la Hulpe, il y aura une déclaration, mais d'essayer de le mettre en contexte, de le mettre en contexte de façon historique. Où est-ce qu'on en est, de le mettre en contexte de façon historique, mais de façon un peu plus resserrée. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce socle social et de ces déclarations de Porto et de Göteborg? Et finalement, qu'est-ce qu'on peut attendre de la présidence belge et de la prochaine commission? Donc, trois parties brèves pour laisser surtout la place aux questions. Alors, quand on parle de social, ce qu'il faut bien imaginer, c'est qu'en fait, on parle de deux choses généralement qui sont différentes et complémentaires. On parle ou bien de social stricto sensu, c'est-à-dire les directives, les règlements, qu'est-ce qu'on a adopté comme mesures sociales. Je reviendrai, une des plus récentes, c'est sur les travailleurs de plateforme. Et on a un deuxième élément, un deuxième discours sur le social, c'est finalement quel est l'impact économique et social du marché intérieur, de l'intégration européenne économique, de l'union monétaire. Donc, c'est deux façons de voir le social. Un, c'est stricto sensu et l'autre, c'est beaucoup plus lié à l'économie. Et donc, on voit que dans l'histoire de la politique sociale, si on regarde les deux, ils ont parfois des avancées qui sont assez différentes. Et c'est important quand on regarde maintenant et qu'on va s'interroger sur la Hulpe et le suivi de la Hulpe, de bien garder en tête ces différences. Alors, si on regarde maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans le social stricto sensu, comme j'ai dit, hein, c'est le socle des droits sociaux. Et qu'est-ce qui va être maintenant dans le social qui est discuté? C'est le pacte de stabilité ou la réforme du pacte de stabilité. Alors, si on regarde le social de façon un peu historique, qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai fait un papier en disant finalement on a des cycles, des sortes de courbes. Ceux qui connaissent l'économie à la courbe de Philippe, et donc l'appeler la courbe de Philippe, qui essaie de montrer en regardant l'histoire qu'on a en fait généralement des cycles qui sont de plus ou moins 15 ans, hein, les cycles de 15 ans avec une montée puis une descente. Et quand on regarde le social de façon générale, c'est un peu ça qui se passe. Il se passe, parfois, il y a un démarrage, et puis généralement, au bout de 5, 7, 8 ans, on a un grand trou d'air de la même période jusqu'à quand il remonte. Donc, on avait, par exemple, en 73, il y a le premier programme social avec le premier sommet vraiment social qui lance l'Europe sociale. Puis on a 15 ans après, au moment de Jacques Delors, on a l'acte unique, mais on a surtout la charte des droits fondamentaux des travailleurs, un nouveau programme social qui marche jusque, disons, 95. À 95, nouveau trou d'air dans le social, c'est la fin des mesures qui sont prises. Et on a en Lisbonne renouveau du social jusqu'à 2006-2007, et puis on a la commission Barroso, la crise et l'effondrement du social. Et donc le socle qui arrive, on peut dire 16-17, est une sorte de renouveau de la politique sociale qui a eu ces montagnes russes de montée en puissance et puis de disparaître. Donc la question
en fait, et c'est un peu le centre de l'exposé, c'est le centre de la réflexion pour le futur, c'est est-ce que ce sommet de la Hulpe et est-ce que ce qui va se passer après les élections européennes, qu'on aura la composition du Parlement européen, mais aussi qu'on aura la composition de la Commission européenne pour les prochaines années. Est-ce qu'on va avoir, en fait, finalement, ma théorie est fausse, je veux dire, on va continuer à avoir du social, stricto sensu, ou bien on va aussi on est au sommet du social. Et donc, je pense que c'est dans ça qu'on doit c'est de cette façon-là qu'on peut regarder le sommet de la Hulpe. Est-ce que ça va être quelque chose qui nous permet de poursuivre ou bien c'est le chant du cygne et puis après on revient dans une période plus, plus sombre. Et ce qui se passe, si on regarde historiquement, et puis j'arrête et je viens sur ce qui se passe actuellement, ça ressemble vraiment à la période de Lauriane. Hein. Le socle est finalement un document avec 20 principes qui va donner une sorte d'agenda politique qui va ouvrir l'agenda de ce qu'on peut faire. Hein. Par exemple, sur le logement, il y a des éléments sur le logement qui sont pour le moment exploités et qui s'accompagnent d'un programme social relativement ambitieux. Euh, alors, si on regarde pourquoi la période de l'or, le programme social, il y a 30 ans, s'est arrêté vers 80, 93, 95, on a trois éléments qui sont importants. C'est que la plupart des mesures sont adoptées. Finalement, le social, comme on a dit, c'est une compétence partagée, on ne peut pas tout faire. Et à un moment donné, ben, ce qui est en stock, on l'a proposé, c'est adopté ou pas adopté. Et il faut un peu de temps pour retrouver de nouvelles thématiques. Deuxième élément, il y avait un changement d'atmosphère. Hein, les gens sont étaient moins portés sur les questions sociales. Et finalement, le marché intérieur était terminé. Et donc, c'était aussi quelque chose qui était achevé. Il n'y avait plus d'échanges entre, pour faire très simple, la droite qui voulait le marché intérieur, les employeurs, et la gauche qui voulait une politique sociale. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant si on regarde le socle? Ben, la plupart des mesures ont aussi été adoptées. Donc, le premier élément, c'est la même chose. Je veux dire, de façon un peu étonnante, les mesures qui ont été prises ont été adoptées surtout cette dernière année. Donc, moi, j'étais relativement sceptique sur le socle en me disant, OK, ça ressemble à la période de Lauriane, mais en plus petit. Finalement, j'ai changé d'avis et effectivement, si on fait le bilan, il n'y a pas simplement la directive récemment adoptée sur les travailleurs de plateforme, mais aussi l'importante directive sur le salaire minimum et la négociation collective. Il y a une dizaine de directives importantes dans différents domaines, égalité hommes-femmes, etc. Ce n'est pas rien. Il y a aussi toute une série d'éléments qui ne sont pas contraignants, mais qui sont importants parce qu'ils donnent une direction. L'accès à la sécurité sociale en est une, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, la plupart des mesures sont adoptées. On va avoir très probablement un changement dans la composition du Parlement européen. Je veux dire, ce n'est pas une surprise. Tous les sondages donnent la droite et la droite extrême, radicale et populiste, gagnant ces élections. Donc, ces deux premiers éléments sont les mêmes, mais on a quelque chose qui est quand même différent, et je pense que c'est ça qui est l'élément à réfléchir, c'est qu'on a une transition, moi j'appelle une transformation écologique. Donc ici, on a quelque chose qui va impacter toute la société, et dans lequel même, et j'y reviendrai, si on essaye de se boucher les yeux et les oreilles en disant ben, on veut pas le voir parce qu'il y a des manifestations, ben, je veux dire, on ne va pas résoudre le problème comme ça. C'est un problème immense qui va durer des dizaines d'années pour être solutionné. On ne peut pas le sortir de l'agenda et on ne peut pas l'ignorer. Deuxième élément, et l'Institut de l'Or est bien placé pour cette question-là. Il y a le marché intérieur, hein, un rapport que M. Letta va présenter dans une semaine. Ben, on revient sur le marché intérieur. Et finalement, on a cette union monétaire, l'autre partie du social, qui n'est toujours pas fixée.
Donc, on a quelque chose qui reste ouvert, dans lequel ça laisse des opportunités. Si on regarde le social 2, ce que je disais de façon économique, c'est finalement tous les débats qu'on avait avant l'union monétaire ne sont pas résolus. On ne sait toujours pas comment on stabilise cette union monétaire. Il y a ce pacte de stabilité et de croissance dans lequel la réforme ne fait aucun sens. Il n'y a pas un seul économiste un peu sérieux qui dit que ça fait du sens vu les investissements massifs qu'on va devoir avoir dans les transitions et les transformations. Donc, on est devant quelque chose qui est problématique, mais avec quand même quelques avancées comme Schur sur le chômage, des fonds de transition juste, etc. Alors, comment on peut voir maintenant le sommet de la HULP et quels étaient les objectifs de la présidence belge? La présidence belge, on a toutes nos élections en Belgique en même temps que l'européenne, donc dans quelques semaines, on n'a plus de gouvernement puisqu'ils vont entrer en campagne électorale. Donc, c'est une commission, c'est une présidence qui est très courte, qui avait deux objectifs. Un objectif qui est déjà réussi, hein, qui est celui d'avoir le maximum de mesures qui étaient dans le pipeline qui soient adoptées. Et honnêtement, si on regarde le rythme ces derniers mois, c'est assez fascinant comme ceci a été réussi. La deuxième, c'est influencer l'agenda. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut influencer l'agenda pour la prochaine commission? Comment, dans cet espace dans lequel il ne va plus rien se passer dans 15 jours au point de vue législatif, comment est-ce qu'on influence les idées? Et ça, c'est l'idée d'avoir finalement un processus dans lequel il y a d'un côté la HULP, hein, mais de l'autre côté, il y a le rapport sur le marché intérieur. Hein. Le rapport pour le marché intérieur a été demandé par la présidence belge et espagnole, mais l'idée, c'était d'avoir, on verra bien ce qui en sortira, un élément d'un marché intérieur plus environnemental, plus social, en tout cas qui pose un certain nombre de nouvelles questions. Alors, le point de la HULP, qu'est-ce que c'est cet ancrage? Ça va être une déclaration. Cet après-midi, il est en train de négocier les fine-tuning de qu'est-ce qu'il va avoir dans cette négociation. Mais enfin, il ne va pas avoir énormément de choses radicalement neuves. Pourquoi? Parce que l'objectif de ce type d'exercice est de stabiliser l'acquis. Et on sait très bien qu'après les élections, il y aura moins de commissaires de gauche parce qu'il y a moins de gouvernements qui sont de centre-gauche. Donc, en stabilisant l'acquis dans des compromis qui sont des compromis interinstitutionnels, puisqu'il y a une déclaration de toutes les institutions, plus les partenaires sociaux, plus les ONG sociales. Donc, on ne va pas attendre une révolution, c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut voir, en tout cas, qu'est-ce qui semble sortir par plus ou moins les fuites? Un rôle plus majeur pour les partenaires sociaux, syndicats et employeurs. Un rôle dans lequel on va retrouver un peu plus des termes services publics qui étaient un peu perdus dans le discours européen, des éléments plutôt positifs sur tout ce qui est protection sociale, tout ce qui est pension dans le sens d'avoir des pensions adéquates, de ne pas avoir des pensionnés pauvres, d'avoir des appels d'offres publics qui pourraient être plus verts et qui pourraient être plus sociales avec possiblement des conventions collectives. Donc finalement, on risque de retrouver une série d'éléments qui correspondent finalement à la suite de l'agenda actuel. Donc rien de renversant, des choses qui seront ancrées ou qui espèrent d'être ancrées dans l'agenda. Ceci dit, ceci est un processus particulier qui a été mené la HULP par deux ministres qui étaient socialistes, un du côté néerlandophone et un du côté francophone. Ce n'est pas non plus l'ambiance générale de ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. L'ambiance générale au niveau européen, on a maintenant les fuites des documents sur les premiers drafts sur le programme stratégique, mais aussi les conclusions du Conseil européen. C'est plutôt une sorte de focus sur la compétitivité des entreprises et les éléments de remettre
les questions environnementales à une place qui serait mineure. Donc ça, c'est ce qui est les contradictions actuelles, hein. Une déclaration de la HUB qui risque d'être, selon les standards de ce type de déclaration, pas mal, mais un environnement qui ne va pas du tout dans cette même direction et on ne sait pas très bien comment ces deux éléments vont se nouer. Et pour terminer, juste dans le quart d'heure initial pour lancer la discussion, je pense que dans ce qui manque pour le moment, c'est une vision stratégique de la transformation écologique. Je veux dire, si on voit, les gens qui parlent de social ne parlent absolument pas, ne réfléchissent pas quel est l'impact d'une transformation écologique, ne réfléchissent pas qu'est-ce que ça va pouvoir donner au-delà de phrases où on rajoute de soutenable ou durable comme objectif à une série de politiques sans réfléchir qu'est-ce que ça a pour conséquence, et de ne pas voir que ce n'est pas une des éléments parmi d'autres, mais c'est quelque chose qui va structurer fondamentalement nos sociétés pour les décades et siècles à venir. Et donc, là-dedans, c'est effectivement une perte de temps, mais la perte de temps, elle a eu lieu depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on connaît le problème. Et c'est ici une sorte d'ignorance du problème, tant dans la déclaration de la HUB que les documents qui fuitent sur les résultats de différents sommets. Donc, je pense que ceci est la grande faiblesse pour le futur, c'est impensé. Ça se passe un peu, d'autres rapports sur la transition juste existent, mais ce ne sont pas du tout liés. Donc, pas, transformation écologique et finalement lié à ça tout ce qui est lié à la macroéconomie, l'autre social, le pacte de stabilité, l'absence de réflexion sur les investissements stratégiques, l'absence de réflexion à moyen terme sur comment est-ce qu'on va finalement changer le modèle productif de façon cohérente, me paraissent les deux éléments. Donc, on verra la déclaration finale, c'est dans quelques heures que le texte final sera connu, en tout cas qui sera finalisé complètement, mais ne pas trop en attendre. Et l'enjeu pour le futur, effectivement, je pense, est-ce qu'on revient dans une période sombre, il ne se passe pas grand-chose, ou bien les enjeux écologiques et économiques relancent un débat sur l'Europe sociale. Voilà, je m'arrête là pour respecter le temps. Merci beaucoup, Monsieur Pochet, pour votre présentation. Alors, dans ce que vous avez pu dire, j'ai retenu qu'un volet plus écologique ou la dimension écologique devait être plus intégrée dans le volet social et justement que les acquis devaient être consolidés avant la fin de la mandature. L'une des critiques, on a reçu une question sur une des principales des objectifs de l'Europe sociale qui serait qu'ils ne sont pas soit réellement appliqués, soit qu'ils mettent du temps à l'être. Comment faire en sorte que les objectifs sociaux définis soient mieux respectés à l'avenir? Ben, je veux dire, il y a deux éléments dans les directives, ils sont respectés parce que c'est une directive comme n'importe quel élément qui est un élément de loi. Ce qui se passe où c'est généralement peu respecté, c'est quand on donne des grands objectifs. Et quand on dit il faut réduire la pauvreté en Europe, on dit il y a trois critères. Il faut la réduire de 20 millions, il faut la réduire en pourcentage, etc. Mais une fois qu'on a déclaré qu'on doit réduire la pauvreté, qui est quelque chose, pauvreté relative, est toujours extrêmement difficile parce qu'elle est relative, elle n'est pas absolue. Mais je dis où sont les moyens pour le faire? Je veux dire, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de budget qui ont été prévus pour ça. Donc, il y a une sorte de discours sur l'Europe sociale dans lequel on dit on va faire des choses et des choses qui intéressent les gens, parce qu'évidemment, réduire la pauvreté qui pourrait être contre, mais il n'y a pas de mesures qui sont prises. Alors, on va mettre des indicateurs, on va mettre des éléments, mais ceci se passe pour des experts. Vous et moi, on va pouvoir suivre ça, mais personne ne va suivre ça et ça ne va pas changer. C'est un peu la même chose qui risque de se passer avec maintenant le logement. Le logement est important. Tout le monde sait qu'il y a une crise du logement. Cette crise du logement va être encore plus forte avec la transition verte et la nécessité d'investir et de sortir les passoires énergétiques du marché d'une certaine façon. L'Europe n'a aucune compétence là-dedans, mais commence à dire on va faire quelque chose sur le logement. OK, mais les gens vont se dire, OK, mais comme votre question, mais ils nous parlent de logement, mais qu'est-ce qu'ils ont fait parce que ça ne marche pas. Donc, je pense que
de revenir aussi clairement qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on peut avancer, comment on va avancer là-dessus et quels sont les objectifs, avec des moyens qui soient soit juridiques, soit financiers, mais qui soient conséquents. Sinon, effectivement, on crée des attentes et on a une insatisfaction sur les questions sociales. Merci beaucoup, Monsieur Pochet, pour ces précisions. Peut-être deux questions en une que nous avons reçues qui concernent les élections à venir, les élections au mois de juin. Quel impact, assez généralement, peuvent avoir les élections de juin sur l'Europe sociale et quel risque la montée du populisme et de l'extrême droite en Europe fait courir à l'Europe sociale et au projet, justement, aussi que dont vous parliez en début de votre présentation, le fait que le Parlement européen puisse être encore plus à droite selon les prévisions, quel impact ça pourrait avoir sur l'Europe sociale à venir? C'est quelque chose de très intéressant. D'abord, peut-être la chance pour, d'une certaine façon, l'Europe sociale, c'est que les groupes populistes ou de droite radicaux sont divisés en deux groupes. Et donc, ils ne font pas un seul groupe. S'ils faisaient un seul groupe, ce serait certainement le troisième groupe du Parlement européen. Donc, deux groupes en compétition, ça donne un jeu politique qui est un peu différent. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, qui vont, sauf si ces groupes gagnent tellement qu'ils pourraient bloquer, mais je ne le pense pas, qu'est-ce qui va jouer dans le futur? Ça va être comment les sociaux-chrétiens, le PPE, va se comporter. On a vu qu'ils ont un programme plutôt à droite cette fois-ci, mais c'est un programme, tout le monde sait qu'entre le programme et la réalité, parfois il y a des grandes différences. Et quelle va être la stratégie des groupes des Verts dont on dit qu'ils vont perdre une partie des éléments. Donc, ça veut dire que ça va être une constellation dans lesquelles il y aura une grande interrogation sur comment on va se comporter. Alors, ce qui est très intéressant, je vais écrire un papier là-dessus, parce que ce n'est pas vraiment su, c'est au Parlement européen, les directives sociales ont été votées avec plus de 60% des votes, certaines jusqu'à 80%. Donc, ça veut dire que sur le social, et ont voté évidemment toute l'extrême gauche, les écologistes, les socialistes, une bonne partie du PPE, deux tiers, une bonne partie de Renew, le parti de Macron, et quelques parties de l'extrême droite sur certains éléments pour arriver à ces majorités. Donc, le social, de façon un peu contre-intuitive, durant cette législature, j'insiste, a été soutenu par une partie du centre et de la droite, beaucoup plus que c'était le cas auparavant. Donc, est-ce que ça va continuer comme ça? Ce serait mon hypothèse, on continue, ou est-ce que ça va de nouveau s'effondrer, ils vont revenir dans des votes plus traditionnels gauche-droite? Ça va être la question. Donc, je pense que c'est relativement ouvert et c'est pour ça que ces élections vont être très intéressantes sur les rapports de force généraux qui vont en émerger. Merci beaucoup, Monsieur Pochet, pour cette réponse sur les élections qui approchent maintenant. Une question peut-être sur comment mettre à profit les discussions et les négociations qui sont en cours pour réduire les fractures sociales dans le modèle économique qui est le nôtre. Vous parliez tout à l'heure de la réforme du pacte de stabilité. On a une question sur justement la réduction et la manière de réduire les fractures sociales qui sont liées. Je pense que l'élément important sur les éléments économiques, effectivement, c'est dans une période de transition, vous devez pouvoir investir. Et on a besoin d'investissement. Alors, effectivement, les finances publiques doivent être sous contrôle, etc. Mais dans n'importe quelle théorie politique standard, les investissements qui donnent des bénéfices pour le futur, c'est normal que c'est les générations du futur qui payent pour les investissements qu'on a fait pour eux. Je veux dire, donc, de maintenant d'investir dans cette transition est un élément qui me paraît essentiel. Et donc, moi, j'ai fait une proposition, par exemple, dans un papier pour le groupe de réflexion, la Fondation des Verts européens. Est-ce qu'on peut réfléchir au niveau européen une sorte de sécurité sociale, un début de sécurité sociale lié au risque climatique? C'est quoi la sécurité sociale? Ça vous assure contre des risques. Okay? Et ça a bien marché. Grosso modo, dans tous les pays, il y a différents systèmes, ça a bien marché. On a un nouveau risque qui est le risque climatique, qui va toucher pas simplement les plus démunis, il va les toucher particulièrement, mais des gens qui devront changer de travail, etc. Est-ce qu'on peut commencer à réfléchir comment on assure ce risque? Si on dit
je pense, sur les fractures sociales aux gens, OK, la société change, mais on réfléchit comment on vous assure que ce changement, on va prendre en compte et vos besoins économiques, mais aussi vos besoins sans doute de se former, de se reformer, peut-être aussi ce qui est au débat de rester, d'ouvrir des nouvelles activités au pays. Et, je veux dire, c'est ça la question maintenant devrait se poser. Et ça va avec le modèle économique dans lequel c'est de façon assez hallucinante que ceci n'a été bloqué sur le pacte de stabilité. C'est-à-dire c'est quelque chose incompréhensible au point de vue logique et compréhensible quand on voit des rapports de force politique ou de politique interne. Merci beaucoup, Monsieur Pochet, pour cette réponse. Peut-être si on élargit un petit peu le spectre et qu'on pense à un des enjeux de la campagne, c'est-à-dire l'élargissement de l'Europe, est-ce que on a une question sur le fait que la politique de l'Europe sociale soit compatible avec cette relance de la politique d'élargissement? Vous pouvez nous donner votre avis sur cette question? Oui, ça c'est un débat souvent très français parce que pendant très longtemps, les Français ont fait de façon générale en disant ben, l'élargissement a eu lieu, il a eu lieu il y a 20 ans, et qu'est-ce qu'on ferait? Est-ce qu'on ne devrait pas, on n'arrêterait pas l'élargissement et on commencerait à 12 ou à 15? L'élargissement a eu lieu, donc on est dans une autre Europe, les autres les élargissements vont avoir lieu. C'est des questions, à mon avis, géostratégiques qui sont plus importantes, aussi d'une certaine régionalisation de la mondialisation dans laquelle il faut réfléchir de façon différente. Donc la question doit être différente. Comment est-ce qu'on maximise les gains de part et d'autre? Et je pense qu'ici, on a aussi un élément. D'abord, il y a quand même, malgré tout, eu des progrès assez important dans la plupart des pays de l'Europe de l'Est et orientale. En 20 ans, malgré qu'ils sont toujours derrière, ils ont quand même rattrapé un certain niveau de vie. Ils se sont reconstruits différemment. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire dans l'élargissement suivant un win-win? Hein? Comment on fait un win-win? Et le win-win, on l'avait fait dans le passé. Hein, l'élargissement qui faisait peur à l'Espagne et au Portugal, mais on leur dit, OK, vous allez venir, mais vous essayez, vous êtes d'accord d'adopter le modèle social et on va vous faire des transferts. Donc, je veux dire, on ne doit pas répéter l'histoire. L'histoire sert à nous guider en disant ça a été fait de façon différente. Et une fois de plus, c'était Jacques Delors qui a lancé les fonds de cohésion sur l'idée de rattraper. Mais il faut trouver un win-win. Comment on fait un dialogue en disant mais vous allez rentrer, ça va être très compliqué. Si l'Ukraine rentre, ça va être évidemment très compliqué. Mais je veux dire, c'est déjà compliqué maintenant. Comment est-ce qu'on peut faire? Quelles vont être les conditions dans lesquelles les deux parties peuvent trouver un gain? Et si on ne fait pas ça, et l'ancien l'élargissement a été ça, c'est chacun dit ben, écoutez, puisque vous ne me faites pas ça, ben, je vais pas être coopératif. Et ça, je pense, c'est ça qu'on doit essayer de chercher et d'éviter la perte de temps qu'on a eue au précédent élargissement en n'essayant pas d'avoir un jeu coopératif. Merci beaucoup, Monsieur Pochet, pour toutes ces réponses. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci beaucoup de nous avoir suivis et évidemment, nous suivrons la déclaration qui sera faite à la fin du sommet de la HUP et la place que l'Europe aura notamment dans la campagne des élections à venir. Merci beaucoup, Monsieur Pochet. Quant à nous, on se retrouve pour notre prochain webinaire Euroquestion dont nous vous donnerons des détails sur le thème dans les jours qui viennent et vous recevrez le replay de ce webinaire dans les heures qui viennent. Il sera disponible sur YouTube. Merci à tous et merci, Monsieur Pochet. Merci, c'est un plaisir.